Je m'appelle Alain Carcinti, je suis économiste de formation. Je suis chercheur au CIRAD. Le CIRAD, c'est un centre de recherche qui travaille sur l'agronomie au sens large et qui travaille en destination des pays en développement. Donc nous faisons de la recherche appliquée pour le développement et pour le développement durable aujourd'hui, puisque bien sûr c'est la nouvelle manière de parler du développement. Je travaille depuis plus d'une trentaine d'années sur les thématiques d'instruments économiques pour l'environnement, avec notamment le fait que je travaille beaucoup sur les forêts tropicales, en particulier sur les forêts tropicales africaines, qui constituent mon principal terrain. Et par ailleurs, donc, les instruments économiques, ça recouvre beaucoup de choses. Ça peut recouvrir de la fiscalité écologique, ça peut recouvrir les marchés du carbone, tout ce qui est en train de se développer autour de ce qu'on appelle les crédits biodiversité ou les certificats biodiversité, tout ce qui va être compensation biodiversité également, les mécanismes qu'on appelle REDD+, qui sont des mécanismes liés justement pour essayer d'enrayer la déforestation, et beaucoup d'autres choses. Pendant des années, on a plutôt eu une approche uniquement par la réglementation, par des politiques assez classiques. Je dirais que c'était la grande période de la FAO, autre organisation des Nations Unies. Mais on s'est aperçu qu'au fond, l'ensemble de ces processus n'avait pas beaucoup d'impact, puisque la déforestation continuait, la perte de biodiversité s'accentuait, et surtout le climat se dégradait avec l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et des émissions. Et peu à peu, on a commencé à basculer vers des logiques d'instruments économiques, avec l'idée qu'il fallait donner des incitations aux acteurs économiques pour que les acteurs économiques modifient leur comportement. Et que sans ces incitations, qui sont des incitations financières, pas seulement financières, mais en bonne partie financières, il serait difficile de modifier des comportements, puisque l'état des choses, les systèmes économiques existants, pousse plutôt à être économiquement rationnel. Économiquement rationnel, ça veut dire finalement ne pas accorder de valeur à la biodiversité et préférer la détruire pour pouvoir commercialiser un certain nombre de produits, des produits agricoles, des produits manufacturés qui viennent de la destruction de la biodiversité. Ce qu'on a tenté de faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce que cette valeur sous-jacente, cette valeur latente qui est très importante pour l'ensemble de l'humanité, on pouvait l'intégrer dans les systèmes économiques. Ça peut passer par différentes choses. Ça peut passer par le fait de tenter de calculer une valeur de la biodiversité. Mais ça peut simplement passer par le fait de supprimer des subventions qui sont néfastes à la biodiversité. C'est une manière de rétablir l'équilibre. Ça peut passer aussi par le fait de donner un prix au carbone, à ce qu'on appelle aux émissions de CO2, ou à la réduction des émissions de CO2. Et cela, disons, peut passer aussi par de la fiscalité, c'est-à-dire de taxer effectivement les émissions de CO2 ou de créer un marché du carbone. Bref, tous ces instruments se sont développés depuis 20-25 ans sur cette idée d'incitation. Alors, l'incitation est là, mais la taxation n'est pas forcément une incitation, c'est une désincitation. Vous taxez des gens qui ont des activités nuisibles pour la biodiversité ou pour le climat. Voilà. C'est-à-dire que nous en sommes aujourd'hui avec une nouvelle grille de lecture, je dirais, de ces problèmes environnementaux, qui passe pour beaucoup par ces instruments économiques, qui ne sont pas forcément basés sur le marché, qui peuvent être basés sur le marché ou pas basés sur le marché. Il n'empêche que la réglementation reste quand même la toile de fond. C'est-à-dire que nous savons que les instruments économiques tout seuls peuvent aider à améliorer la situation, mais si nous n'avons pas des politiques et des réglementations et des lois qui permettent de protéger la nature, on n'arrivera à rien avec des instruments économiques seulement. Il y a deux exemples que je peux donner sur les forêts, notamment sur les forêts africaines. Le premier, ce sont les systèmes de certification indépendante qui ont émergé dans les années 1990. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des réglementations, mais elles ne sont pas appliquées ou peu appliquées. Par exemple, des obligations d'aménager les forêts, de bien gérer les forêts, donc avec un certain nombre de normes qui sont proposées par les États sur ce qu'on appelle la rotation, sur ce qu'on appelle les diamètres minimums. Voilà, ne pas faire n'importe quoi en forêt, permettre la régénération de la forêt, exploiter sans détruire, et permettre la régénération des forêts que l'on va exploiter. L'outil réglementaire était le seul dont disposaient les pays et qui devait guider les comportements. On s'est aperçu que c'était insuffisant à cause de différents facteurs, du manque de moyens des administrations pour faire appliquer la loi,
à cause éventuellement de la corruption, également, disons, disons, des entreprises qui ne voulaient pas appliquer la loi et qui préfèrent soudoyer, disons, échapper à la loi par différents moyens. Et est apparue l'idée qu'on allait proposer une certification de bonne gestion forestière. Au départ, c'est une ONG qui va se constituer en institution, qui va devenir un standard de certification, qui va s'appeler le Forest Stewardship Council, en anglais, hein, c'est donc le FSC, qui va proposer, qui va dire, un, vous devez respecter les lois du pays, deux, vous devez faire mieux, vous devez faire plus. Et nous allons vérifier de manière indépendante si effectivement vous respectez un certain nombre de critères, vous aurez une certification que vous pourrez apposer sur le bois que vous vendez sur les marchés. L'idée, c'est que la certification va permettre de vendre ce bois plus cher. Parce que d'une certaine manière, on suppose que les consommateurs vont payer une prime pour la bonne gestion, en plus de tous les coûts et de tous les frais qui sont nécessaires. Effectivement, sur certains marchés, notamment par exemple des marchés d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, un certain nombre d'entreprises vendent le bois plus cher. Et donc ont un intérêt à rester dans ce système de certification. Donc ils s'autorégulent, puisque d'une certaine manière pour eux, la certification, avoir du bois certifié, c'est la garantie de pouvoir vendre son bois sur des marchés d'Europe du Nord qui vont mieux payer. Et à ce moment-là, il y a un intérêt économique à rester dans ce système. Et comme la certification est basée sur des audits annuels, des vérifications annuelles, eh bien, il ne faut surtout pas perdre la certification. Cette certification peut être perdue si il y a effectivement un pas de côté, c'est-à-dire si la qualité de la gestion n'est plus maintenue. Donc les entreprises s'autorégulent, c'est-à-dire qu'elles se surveillent elles-mêmes pour éviter qu'il y ait parmi les employés des irrégularités, etc. Donc ça a été un outil assez puissant. Maintenant, nous sommes arrivés un petit peu, notamment en Afrique centrale, au fait qu'une fois que certains marchés d'Europe du Nord avaient du bois certifié, que fait-on pour l'ensemble des flux commerciaux, le bois qui part en Chine, qui part en Asie ou d'autres marchés? Et sur ces marchés, qui sont les principaux, le marché chinois est le premier marché aujourd'hui mondial du bois, comment fait-on, puisque ce marché ne demande pas de certification, ou tout au moins, il n'y aura pas de prime, le bois sera vendu à un prix comme du bois normal, comme du bois non certifié. Et là, on est passé à une deuxième type de réflexion, qui est de dire, est-ce qu'on peut faire un lien entre la certification et la fiscalité? C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal? Aujourd'hui, toutes les entreprises payent des taxes. Les entreprises qui travaillent de manière à peu près durable, avec des certifications, payent le même niveau de taxes qu'une entreprise qui n'est pas certifiée. Je me suis beaucoup impliqué dans cette affaire, notamment avec le gouvernement du Gabon. Et en 2020, nous avons travaillé pour la mise en place d'une fiscalité différenciée qui permette effectivement de faire qu'une entreprise qui est certifiée FSC paye nettement moins de taxes qu'une entreprise qui ne sera pas certifiée. Ceci, ça a été introduit en 2020 par une loi de finances, et nous voyons maintenant les effets positifs de ce changement, puisque au Gabon, on a une demande très forte pour rentrer dans le processus de certification, y compris pour des entreprises chinoises, par exemple, qui vendent sur le marché chinois, et qui auparavant n'étaient pas du tout intéressés par la certification, puisque pourquoi s'embêter à avoir un certificat, payer des audits, alors qu'on va vendre le bois au même prix que si on n'était pas certifié. Certaines de ces entreprises chinoises aujourd'hui rentrent dans le processus. Parce que même si on n'a pas de prime sur le prix, même si le marché ne répond pas, c'est toujours bien très intéressant de payer moins de taxes. Et donc là, on voit comment la combinaison de deux instruments économiques, l'un qui est volontaire, la certification, l'autre qui est réglementaire, la fiscalité, la combinaison des deux permet d'avoir un impact positif. Les questions du changement climatique, les questions de la crise de la biodiversité ont poussé les acteurs économiques, y compris les gouvernements, à chercher autre chose, à essayer de penser en dehors du cadre habituel. Le cadre habituel étant celui strict de la réglementation, des décrets, des lois, etc. Donc il fallait quelque chose. Les économistes sont venus avec une boîte à outils pour dire, voilà, nous avons aujourd'hui ce qu'on peut appeler des biens publics, la biodiversité, le climat, qui ont une particularité, c'est que, comme je disais, ils ont une valeur sociale, c'est très important pour l'humanité, mais ils sont hors du champ du calcul économique. C'est-à-dire que les entreprises ne les considèrent pas. On peut utiliser de la biodiversité, la détruire, ça n'a pas d'implication sur les comptes et sur les bénéfices de l'entreprise. Premier élément, donc essayer effectivement d'internaliser, c'est-à-dire effectivement de remettre dans le périmètre du calcul économique l'ensemble de ces destructions, de ces coûts que l'on fait subir à la nature. Ça peut passer par la taxation,
ou ça peut passer par des systèmes de quotas et de marchés, ce qu'on a aussi ce qu'on a par exemple pour le carbone. Donc ça, c'est le premier point. La prise de conscience, le fait de dire ce qu'on a essayé pour l'instant n'a pas très bien fonctionné, essayons effectivement d'élargir un petit peu le champ de notre boîte à outils. Et puis l'autre chose, c'est que ce sont des instruments économiques et que, mis à part la taxation qui est un peu particulier, mais par exemple les marchés du carbone, ou ce qu'on discute aujourd'hui sur les crédits biodiversité, un certain nombre d'acteurs privés voient les bénéfices qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'on peut tirer un profit financier par exemple, en s'insérant dans le marché des crédits du carbone, de crédits carbone, en les vendant, en spéculant dessus, etc. On a beaucoup travaillé sur la compensation, on a beaucoup eu de crédits carbone venant de projets énergétiques, par exemple, des projets qui construisent, qui, au lieu d'utiliser du charbon pour produire de l'électricité dans un pays du Sud, un projet va substituer au charbon, à la production d'électricité par le charbon, par la combustion du charbon, un système d'éoliennes, un système éventuellement de panneaux solaires. Voilà, énergie renouvelable qui remplace des énergies fossiles. Là, vous avez la possibilité de générer des crédits carbone. Et ces crédits carbone vont pouvoir être utilisés par des entreprises qui ont des contraintes réglementaires, c'est-à-dire auxquelles un régulateur a imposé un plafond d'émissions. Et ces entreprises vont pouvoir acheter des crédits carbone en disant « j'ai réduit grâce à mon investissement, j'ai réduit des émissions quelque part, et donc je peux dépasser le plafond qui m'a été attribué par le régulateur national ». C'est un peu un système de vase communicant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond, la compensation, sa logique, dans le carbone en tout cas, c'est de dire pour un résultat qui est le même, c'est-à-dire peu importe l'endroit où on émet, peu importe l'endroit où on réduit les émissions, au bout de quelques mois, tout ça est dans l'atmosphère et ça aura le même effet. On commence là où c'est le moins cher. On fait là où on peut moderniser, on peut effectivement faire des transitions. Et ces transitions sont beaucoup moins chères à faire dans des pays en développement où il y a éventuellement beaucoup de potentiel de modernisation pour le secteur énergétique, par exemple, qui était le plus grand secteur. Pour la biodiversité, pour les forêts, on a des systèmes un peu similaires. On a des réglementations, on a des systèmes de compensation biodiversité. On part de l'idée que, de toute façon, le développement économique va entraîner un certain nombre de destruction d'écosystèmes ou de perturbation d'écosystèmes. Vous faites une voie de chemin de fer. Le chemin de fer est très utile pour la transition écologique aussi par rapport... Vous faites un lotissement, vous faites un complexe industriel, vous allez raser des forêts, vous allez détruire la biodiversité. Et dans beaucoup de pays, notamment dans des pays du Nord, vous avez cette obligation qui est de dire si vous détruisez tel type d'habitat, vous devez reconstituer tel type d'habitat. C'est-à-dire, vous devez effectivement reconstituer ailleurs, sur un territoire dégradé, tel type d'habitat, ou vous devez conserver un habitat qui est particulièrement menacé et qui correspond exactement, qui a les mêmes caractéristiques que l'habitat que vous avez détruit. Là aussi, système de vase communicant. C'est ce qu'on appelle le concept de zéro perte nette. Nous savons que certaines destructions sont inévitables, mais nous demandons à ce qu'il y ait des compensations à travers la restauration et la conservation d'écosystèmes. Ce n'est absolument pas parfait, c'est-à-dire que ce qu'on perd en biodiversité, on ne le retrouve pas véritablement, surtout si la biodiversité est remarquable. C'est tout à fait clair. Hein. On ne peut pas. L'équivalence est quand même très difficile à réaliser. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'après tout, il vaut mieux avoir un système qui permet quand même de récupérer un petit peu de biodiversité ou de la protéger, plutôt que d'accepter simplement des pertes sans aucune compensation. Alors maintenant, dans tous ces systèmes, vous avez ce qu'on appelle des sauvegardes environnementales et sociales. Vous ne pourrez pas détruire une forêt primaire disons, compenser avec une plantation d'eucalyptus. Éventuellement, sur une forêt très dégradée, vous pouvez faire jouer un système de compensation, mais vous ne pouvez pas le faire avec une forêt primaire très riche en biodiversité. Il y a un certain nombre de verrous qui ont été posés par les organisations internationales, par la négociation internationale. Ces verrous sont-ils toujours respectés? C'est une autre affaire. Les instruments économiques n'ont de sens que s'il y a une réglementation très contraignante. Et il faut effectivement que le niveau de réglementation et de protection des écosystèmes augmente par des aires protégées, par différents systèmes qui empêchent la destruction de la biodiversité. Ça, c'est le premier point. Le Royaume-Uni, par exemple, vient de prendre une loi qui va dans ce sens. On a des exigences de surcompensation. C'est-à-dire de dire que vous ne vous contentez pas simplement de reconstituer l'habitat qui a été perdu. Vous devez effectivement, en termes d'hectares, vous devez effectivement réhabiliter beaucoup plus d'hectares que ce qui a été perdu. C'est-à-dire, c'est l'idée d'avoir un gain net de biodiversité. Et de plus en plus, on est en train de sortir progressivement de cette idée du jeu à somme nulle.
de vases communicants, comme on disait, pour avoir des exigences de surcompensation, c'est-à-dire pour que les entreprises, ce qu'on appelle les développeurs, les gens qui effectivement vont dégrader la biodiversité parce que c'est nécessaire de faire la route, de faire le lotissement, de faire le complexe industriel ou chemin de fer, soient obligés de passer dans une logique de surcompensation. Ce n'est pas forcément l'idéal là aussi, mais je dirais que c'est un progrès. On progresse doucement un petit peu de ce point de vue. Mais j'insiste, vraiment, le point de départ, c'est la réglementation et surtout de repenser le système économique parce qu'il y a des centaines de milliards, ça a été chiffré, qui sont, peu importe l'estimation, on est autour de 200-300 milliards par an de subventions, qui sont des subventions qu'on appelle néfastes pour la biodiversité. Et une des premières choses qu'on voudrait des politiques publiques, c'est que peu à peu, on abandonne ces subventions, qui peuvent être des subventions pour une agriculture destructrice ou pour, disons, toute une série d'activités qui vont avoir des impacts sur la biodiversité, qui sont subventionnées par les taxes, par les impôts des citoyens. Et la première chose avant peut-être d'investir, c'est de désinvestir, de supprimer ces subventions néfastes à la biodiversité, comme il faudrait d'ailleurs dans le domaine du carbone et du climat, désinvestir dans aujourd'hui l'exploration de nouveaux puits de pétrole ou gaziers. Mais ce qui est absolument tragique, effectivement, c'est de voir les nouveaux conflits, enfin, je pense évidemment à la guerre en Ukraine, qui, au moment où effectivement on est vraiment sur le fil du rasoir en ce qui concerne le devenir de la planète, en ce qui concerne son climat, etc. Et de voir effectivement qu'il y a un certain nombre de passions identitaires ou autres qui continuent, disons, comme si nous étions, je dirais, au XVIIIe siècle, à faire des guerres de conquête. Enfin, c'est pour moi quelque chose d'absolument... je ne dirais pas incompréhensible, on peut le comprendre, mais enfin absolument navrant. Nous n'avons pas véritablement pensé sérieusement, disons, la question environnementale comme au sein de l'ensemble du système économique. C'est-à-dire qu'il y a des politiques environnementales, mais ces politiques environnementales sont souvent déconnectées des politiques qui peuvent être des politiques alors de l'énergie est rentrée dedans, mais par exemple des politiques agricoles ou d'un certain nombre de politiques, disons, en termes de transport, par exemple. On a un problème de cohérence des politiques. Je pense que fondamentalement, c'est aussi un point sur lequel j'insiste beaucoup quand on travaille sur l'analyse des politiques publiques. Ce qui est vraiment fondamental, ça va être la manière dont on peut repenser la cohérence d'un ensemble de politiques, et pas seulement en ce qui concerne l'environnement. C'est de dire comment est-ce que les politiques de l'urbanisme, les politiques des transports, les politiques agricoles, les politiques foncières doivent être repensées par rapport à la question, à la question écologique. Fondamentalement, c'est ça. Donc on peut avoir des pays, y compris en France, qui font dans un certain nombre de domaines vraiment des efforts tout à fait intéressants et ont des politiques intéressantes du point de vue environnemental. Mais lorsqu'on le regarde, la big picture, hein, c'est-à-dire effectivement l'image globale, on s'aperçoit qu'il reste énormément d'activités économiques qui ne sont pas alignées effectivement, sur cette contrainte écologique. Et c'est véritablement, je pense, là le nœud du problème. Et y compris, alors ce sont des politiques publiques, mais ce sont y compris des politiques d'entreprise. Vous avez des entreprises, par exemple pétrolières, qui font de la compensation carbone à grande échelle, qui ont une RSE extrêmement bien établie, mais qui annoncent qu'elles vont continuer à augmenter de 2-3% par an, effectivement, l'extraction et la production pétrolière. Là, nous avons une contradiction absolument totale entre des actions d'entreprise, notamment sur des déclarations sur la compensation et la neutralité carbone. Cette entreprise particulière veut être neutre carbone, je ne sais plus en quelle année, 2035 ou autre, mais par ailleurs, elle annonce qu'elle va augmenter de manière exponentielle, puisque 2-3 par an, ça veut dire une croissance annuelle très forte, effectivement, de la production pétrolière. Donc là, on a une contradiction. Cette contradiction, il faut absolument la résoudre. Moi, personnellement, je trouve que ça ne va pas assez vite, si vous voulez. On parlait de l'exemple du Gabon qui commence à utiliser la fiscalité, par exemple, dans un petit domaine pour pouvoir favoriser la durabilité. J'aimerais beaucoup que, sur ces questions qui sont des questions, généralement la fiscalité c'est une affaire de ministère des Finances, j'aimerais beaucoup que ça soit un changement de mentalité, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup que véritablement on considère qu'il n'est pas normal que des taxes ou des impôts soient les mêmes pour des produits durables ou des producteurs durables que pour des producteurs qui ne sont pas durables. Donc je pense que là on a une véritable révolution conceptuelle à faire, et que si dans 10 ans on avait cela, y compris pour les tarifs douaniers d'ailleurs, lorsqu'on importe effectivement les droits de douane, il y a des produits qui sont impliqués dans la déforestation, faut-il pas utiliser l'arme des tarifs douaniers par exemple, ou des droits de douane effectivement pour peut-être justement favoriser les produits qui sont des produits qui ne sont
qui ne sont pas appliquées dans la déforestation. Je pense qu'il y a un chantier qui me paraît très très important, c'est au niveau des entreprises, c'est comment est-ce qu'on repense la comptabilité des entreprises. C'est un chantier très intéressant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on introduit l'environnement, la nature, comme des contraintes comptables pour les entreprises. Aujourd'hui, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, la nature, les écosystèmes n'apparaissent pas du tout dans les comptabilités. Donc voilà. Et tout le problème, et il y a beaucoup de travaux qui sont faits aujourd'hui en Europe, c'est d'essayer de savoir comment est-ce que dans les comptes d'exploitation des entreprises, dans leur bilan, il peut y avoir une prise en compte, effectivement, de l'impact qu'on peut avoir, l'impact négatif, voire positif, mais surtout négatif, effectivement, sur les écosystèmes. Une entreprise peut être endettée vis-à-vis d'un écosystème et qu'on se donne un certain nombre de limites. Et ça me paraît quelque chose qui devrait être assez fondamental. Le troisième rêve que j'ai, si vous voulez, c'est autour d'un instrument qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Par exemple, la déforestation dans le monde, elle est très, très liée à l'agriculture et à l'élevage. À 80-90%, pratiquement, nous dit la FAO. Or, disons qu'aujourd'hui, on a tout un système de subventions et de rémunération qui passe par les prix, qui ne prend absolument pas en considération la destruction, de la déforestation ou autre. Je rêve d'un système dans lequel la rémunération des paysans, des agriculteurs ou des éleveurs se ferait autant sur les produits qu'ils vendent ou les subventions qu'ils reçoivent que sur la qualité, et qu'on rémunère la qualité du travail. Quand je dis la qualité du travail, ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir une rémunération pour la manière dont les agriculteurs et les éleveurs vont produire, c'est-à-dire avec une production qui soit une production écologiquement durable. Et là, on devrait réorienter notamment tout le système de subvention agricole, beaucoup moins à la surface, mais beaucoup plus à la qualité disons, ce qu'on appelle les services environnementaux, c'est-à-dire les pratiques et les modes de gestion de ces pays. Repenser le système de taxation, vraiment pour avoir des taxations qui favorisent la durabilité. Repenser la comptabilité des entreprises pour pouvoir avoir des comptabilités qui prennent en compte, qui contraignent sur les problèmes de destruction de la nature, donc pour les entreprises. Et si on pouvait également avoir des systèmes de subvention qui se basculent complètement sur de dire il faut favoriser les pratiques durables avant toute chose, je pense qu'on ferait un grand pas. Alors est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'on le fera à temps? C'est surtout ça, parce que je pense qu'on le finira par le faire. Mais est-ce qu'on le fera à temps par rapport à l'urgence, notamment climatique, en termes d'effondrement de la biodiversité et en termes là aussi de franchissement de certains seuils climatiques qui commencent à devenir extrêmement préoccupants si on ne les a pas déjà franchis.